bonsoir. Il a pensé, écrit, porté le cinéma afro-caribéen à bras-le-corps, un cinéma qu'il a construit au plus près de ses racines créoles, qui continue de l'inspirer. Premier metteur en scène, premier réalisateur afro-caribéen, il interpelle par son style, ses œuvres, mais aussi sa personnalité, parfois controversée. Nous vous proposons ce soir une rencontre avec le père du cinéma de la Caraïbe, Christian Lara. Bonsoir. C'est la première fois qu'un film antillais vous est présenté sur une chaîne nationale et nous avons cru nécessaire de souligner cet événement. Aussi ne vous étonnez pas ce soir si le film que vous allez voir vous parlera d'histoire, parce que cela vous permettra de mieux comprendre que mes ancêtres n'étaient pas tous des Gaulois. Christian Lara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est plutôt moi qui devrais vous remercier. Vous avez 82 ans, c'est une... Ah, je ne savais pas. C'est un demi-siècle de réalisation cinématographique avec une vingtaine de films à votre actif. 57 ans de cinéma avec 25 films. Des Alors, longs métrages. Long métrage. On dit que la création maintient en vie. Avez-vous définitivement fait une croix sur la retraite? Oui. Vous avez fait une croix sur la retraite? Ah oui. Pour moi, c'est un mot qui n'existe pas dans mon vocabulaire. Retraite, c'est être un peu poussé vers le jardin. Or, moi, je n'ai pas de jardin. Vous retardez l'échéance? Non, je ne retarde pas l'échéance. Je ne serai jamais à la retraite. Alors, vous avez coutume de dire qu'un peuple qui n'a pas d'image est un peuple qui n'existe pas. Cette phrase a été comme votre mantra. En quoi a-t-elle été l'élément déclencheur d'un style, le style Christian Lara? Eh bien, vous savez, j'avais à peine 7 ans lorsqu'un jour j'ai demandé à mon père, « Papa, est-ce que les Gaulois me ressemblent ?» Et mon père a été étonné parce que à cette époque, on me disait « Vos ancêtres, les Gaulois ». Et moi, je ne me trouvais pas Gaulois. Et depuis, j'ai compris qui j'étais parce que je me suis affirmé dans le cinéma. Vous savez, le cinéma, vous savez, ici, par exemple, nous sommes dans une salle extraordinaire. Nous sommes dans un complexe cinématographique magnifique. Mais lorsque la lumière s'éteint, lorsque le spectacle va commencer, lorsque le film commence, c'est la magie. Or, qu'est-ce qu'on demande au cinéma? On demande au cinéma de vous transporter, de vous faire rêver, d'avoir des émotions. C'est formidable, c'est ça, la vie du cinéma. J'y ai consacré toute ma vie, c'est vrai. Mais j'aime ça, c'est ma passion. Alors, comment caractérisez-vous votre cinéma? Mon cinéma est un cinéma authentique, avant tout. Authentique, c'est un véritable cinéma guadeloupéen, mais au-delà, c'est un cinéma universel, parce que Bergman m'a toujours dit, à partir d'un cas particulier, on tend vers l'universel. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, à partir de mes idées, à partir de mes personnages, de montrer non pas seulement le Guadeloupéen, mais l'homme dans sa diversité, dans sa multiplicité. Alors, justement, vous avez décidé rapidement de vous consacrer à la réalisation, à la création de ce cinéma antillais, avec un film qui vous a propulsé. Ce film, c'est Coco la fleur. Nous sommes en 1979 et c'est la première fois que la Guadeloupe apparaît sur grand écran. C'est la première fois que les Guadeloupéens voient des gens qui leur ressemblent. Racontez-nous un peu le contexte C'était, de cette période. La première fois que j'ai sorti Coco la fleur, c'était au cinéma Airport qui n'existe pas. C'est l'ancien immeuble de la région actuellement. Enfin, le nouvel immeuble de la région. Et je regarde le film, je suis dans la salle, au fond de la salle. Et à la fin du film, silence total. Pas un applaudissement. Je dis à ma mère... Et comment vous l'expliquez alors? Je dis à ma mère, ils n'ont pas aimé. Et les gens sortent par l'avant. Ils font le tour. Et à ce moment-là, moi, je sors en dernier. Et qu'est-ce que je retrouve? Tout le public était massé devant le cinéma et était en train de parler avec toute la queue
qui allaient rentrer pour voir la deuxième séance. C'était une révolution, ce film. Et c'était extraordinaire, parce qu'ils échangeaient. Et c'est ça la mission du cinéma, échanger. Ce film, c'est aussi l'âme du pays, avec plusieurs personnages qui ont vraiment existé en Guadeloupe. Ah ben oui, non, mais là, il y avait tout. C'était, comme vous le savez, d'ailleurs, comme les téléspectateurs vont le découvrir, c'est une élection législative. On est en plein dedans, là. Oui, non, mais justement, c'est ça le cinéma. Le cinéma, il faut être dedans. Et il faut non pas raconter des histoires inventées, il faut essayer de s'enraciner dans l'âme d'un pays. Et d'ailleurs, la presse nationale en parle. Vous avez fait une double page dans Le Monde, c'est pas rien. Oui, non, pas de double page, soyons modestes. Une page, c'est déjà pas mal, non. Et c'était formidable parce que dans toute la page du Monde, au milieu, il y avait « Le film est beau ». Et vous savez, le film est resté une année en distribution dans une salle à Paris qui s'appelle le Luxor et qui existe toujours. Et c'est d'ailleurs dans cette salle que j'ai fêté l'année dernière les 40 ans du cinéma antillais. Alors, comment vous expliquez ce succès ? C'est-à-dire que, vous l'avez dit vous-même, quand un pays n'a pas d'image, n'exporte pas d'image, il n'existe pas. Moi, quand j'étais en Afrique, par exemple, on me demandait « mais la Guadeloupe, c'est quoi? C'est un fruit ». Je disais « quoi un fruit ?» Mais non. Et pourtant, ça ne se mange pas, la Guadeloupe, parce qu'ils confondaient avec la grenade. Eh bien non. Un pays doit exporter des images, mais au-delà de ces images, il y a ce que les Américains appellent leur way of life, la manière de vivre, la culture, les traditions, les personnages. C'est ça qui fait la richesse de notre cinéma. Alors, à cette époque, il y a peu d'acteurs noirs. Dans votre sillage, on retrouve Luc Saint-Éloi, Robert Liençol, Sarah Maldoror aussi. Ils n'étaient pas nombreux. Alors, à cette période, comment faisiez-vous votre casting? Comment recrutiez-vous plutôt vos comédiens? Vous savez, d'abord, Sarah n'était pas une comédienne, hein. Heureusement, parce qu'elle avait un sacré caractère. C'était une grande réalisatrice qui, malheureusement, nous a quittés dernièrement. Mais pour moi, le comédien qui était Robert Liençol, c'est un comédien qui a... Le personnage principal de Coco. Ah oui, c'est un acteur immense que les Guadeloupéens ne connaissent pas et qui vont certainement découvrir ou redécouvrir lorsque Coco va repasser. Mais pour moi, c'était travailler avec des professionnels. Or, il y en avait peu. Robert, c'est celui qui a créé la première troupe théâtrale en France qui s'appelait Les Griots, avec Darling Legitimus. Mais les comédiens professionnels, vous savez, c'est-à-dire qu'un comédien, il faut qu'il apprenne un métier. Un comédien, ça ne s'improvise pas. C'est pas parce que vous avez un cousin, une cousine jolie, mignonne, qui peut faire du cinéma. Non, c'est un véritable métier. Et donc, moi, je me suis toujours appliqué à choisir des comédiens. Alors, comment je les choisissais? Puisqu'il n'existait pas encore. À mon époque, il fallait risquer. Il fallait risquer, mais il fallait risquer avec le flair. Voilà. Donc, parmi vos comédiens fétiches, il y a Luc Saint-Éloi. Peu de comédiens, mais peu de moyens financiers également à l'époque. On sait que ça n'a pas toujours été le grand amour avec Greg Germain, mais il a quand même tenu à vous rendre hommage et à vous adresser un petit mot. Regardez. Pour la première fois, quelqu'un, un homme courageux, a décidé, même sans argent, de réunir autour de lui des acteurs, des techniciens, et de raconter nos histoires. Pour la première fois, quelqu'un racontait nos histoires. Quelqu'un d'entre nous racontait notre histoire. Ça n'était pas les autres qui, comme d'habitude, racontent nos histoires. C'est un exemple de quand on veut, on peut. C'est aussi un exemple de se dire, ça suffit que les autres racontent notre histoire, racontent nos histoires, c'est moi qui vais raconter mon histoire. Un exemple aussi parce que c'est quelqu'un qui, malgré toutes ces difficultés de production, parce que c'est très difficile de produire un film, le premier aussi a dit non, puisque vous ne voulez pas me donner de l'argent pour produire un film, je le trouverai et je ferai malgré tout un film, parce que le cinéma était un besoin urgent. Et ce cinéma-là raconte effectivement une période, une époque et de belles histoires. Christian Larain, on vous a vu sourire. Greg Germain a été l'un de vos acteurs fétiches. Comment réagissez-vous à cet hommage qu'il vous a rendu?
C'est l'hommage de... Enfin, c'est une espèce de reconnaissance d'un vieux compagnon de route qui a, à un moment donné, été extrêmement brillant dans ses compositions. Et aujourd'hui? Ben, c'est-à-dire, vous savez, la vie, quand on avance dans la vie, parfois les chemins bifurquent. Il a préféré le théâtre avec son théâtre en Avignon. Il joue moins souvent. Et puis, moi, je suis ici. J'essaye de donner la chance à de nouveaux comédiens. Alors, il y a d'autres rencontres qui ont marqué votre carrière. Vous l'avez cité tout à l'heure, Ingmar Bergman, un réalisateur... Ingmar Bergman. Ingmar, excusez-moi. Non, Ingmar Bergman. Bah, c'est le réalisateur absolu. suédois que vous citez régulièrement en interview. Oui, parce que c'est mon maître. Et moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait apprendre son métier. Donc, je suis monté en Suède le rencontrer. Et je suis resté plusieurs mois avec lui, non pas pour travailler avec lui, pour le regarder travailler. Qu'est-ce que vous avez appris à son contact? À tout. Et surtout, c'était un des seuls réalisateurs, peut-être le seul au monde, à avoir imposé une langue que personne ne parle. Le suédois. Il n'a jamais fait doubler ses films. Tous ses films sont en suédois sous-titrés. C'est génial. Et pire, il faisait 2 films. À mon époque, il faisait 2 films par jour. Il avait 2 tournages. Un tournage le matin et un tournage l'après-midi. Alors, si vous n'apprenez pas votre métier avec ce gars-là, vous n'apprendrez jamais. Il y a aussi une autre rencontre, Sidney Poitier, que vous avez rencontré. Ah oui, ça a été mon idole, ça a été mon moteur, je peux dire, parce que ça, c'était à Los Angeles, puisque j'ai vécu pas mal de temps à Los Angeles, et les Américains m'ont rendu une espèce d'hommage, et je vois débarquer Sidney Poitier. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et on me dit, non, il est venu pour toi parce qu'il a beaucoup aimé un de mes films qui s'appelle Sucre amer. Et d'ailleurs, à ce sujet, Sucre amer, j'aimerais, puisque je vois que dans votre team, il y a quand même pas mal de techniciens qui ont vécu cette époque. J'ai amené 30 gamins guadeloupéens, garçons et filles, au Canada. Lorsque je tournais Sucre amer au Canada, à Montréal, je les ai emmenés pour qu'ils puissent se frictionner avec les techniciens canadiens que je considère qui sont les meilleurs du monde. C'est une façon aussi de travailler, d'apprendre à cette relève? Ah oui, parce que ça m'a toujours passionné. La transmission est pour moi la chose essentielle, parce que d'abord, je ne suis pas éternel. Ensuite, il faut être clair et lucide. J'ai toujours été très lucide. Moi, je suis rentré en Guadeloupe actuellement pour mourir. C'est simple. Alors justement, tout à l'heure, vous faisiez référence à cet hommage qui vous a été rendu par Sidney Poitier. Non, pas par Sidney Poitier, par le comité. Voilà, par le comité à Los Angeles, le comité du cinéma à Los Angeles. Vos films ont été projetés en Chine, au Japon. Pourquoi les professionnels du cinéma national, je parle de la France, vous ont ignoré à ce point? Je ne suis pas ignoré en France. On a l'impression qu'ils ne se sont pas intéressés à votre carrière. On trouve que j'ai une grande gueule. C'est tout. C'est votre personnalité qui dérange. Exactement. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le sens du poil. Pour moi, des films, enfin, je ne veux pas citer des films, mais les films qui existent actuellement et qui sont soi-disant antillais, c'est pas ma tasse de thé. Qu'est-ce qui manque alors? Un peu de culot, un peu d'impertinence, un peu de vérité. Un peu d'histoire aussi, parce qu'on connaît très mal notre histoire. Et c'est pour cette raison que je suis très heureux et très fier que les stations vont passer très prochainement Yafa, Le Pardon, qui est pour moi le film essentiel, indispensable. Alors l'identité, c'est justement un thème récurrent de vos films, savoir d'où l'on vient pour avancer. Est-ce que c'est votre enfance, votre éducation qui a forgé en vous cette forme d'ancrage, ce militantisme? Non, c'est ma famille, c'est un contexte. Vous savez, par exemple, je vais vous raconter... On sait que votre grand-père était historien. Mon grand-père a été le premier historien nègre de la Guadeloupe, mais c'est pas ça. C'est son père, donc son père, de mon arrière-grand-père simplement, qui était un esclave affranchi.
Il a été affranchi à 21 ans parce qu'il a sauvé de la noyade le fils d'un blanc au galion, dans le galion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gouverneur lui a donné un petit pécule. Et qu'est-ce qu'il a fait de ce petit pécule? Eh bien, il a racheté sa mère pour qu'elle puisse mourir libre. Voilà. Comment voulez-vous que je suis issu d'une famille comme ça? Je ne peux pas faire autrement que de suivre leurs traces. Allez au bout de vos convictions. Absolument. Et les convictions, vous savez aussi bien que moi que de plus en plus, c'est un mot qui se perd, qui se dilue dans le temps. Eh bien non, j'ai des convictions et je les assume. Alors, on parle beaucoup de racisme dans le cinéma, du manque de représentativité des minorités. Vous avez été l'un des pionniers. Vous en pensez quoi aujourd'hui? Vous savez, c'est un douloureux sujet que vous évoquez, le racisme, parce que il existe. Il a toujours été latent en France. Mais il existe. Il faut pas, vous savez, c'est pas parce qu'on va le mettre de côté qu'on va régler le problème. C'est pour cette raison que dans la plupart de mes films, il y a toutes les communautés, ou presque toutes les communautés. Parce que si nous voulons vivre ensemble, il faut dialoguer, il faut échanger, il faut partager. Et ça, je me suis toujours appliqué à suivre. Moi, je suis un homme de dialogue. Je ne suis pas un guerrier absurde, combattant pour une cause perdue, pas du tout. Je réfléchis, je regarde et je discute. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Discutons. On échange. On échange. 48 ans après votre premier film, les choses ont beaucoup évolué dans le cinéma. Quel regard portez-vous sur le cinéma d'aujourd'hui? Ben, un regard amusé, c'est évident, parce que moi, quand je suis né, je suis d'une génération où le cinéma hollywoodien était l'âge d'or d'Hollywood. J'ai grandi avec des Gary Cooper, des Burt Lancaster, des Steve McQueen, des Sidney Poitier, des Denzel Washington. Mais maintenant, quand je regarde le cinéma français, je ris. Que voulez-vous que je dise? C'est un cinéma médiocre. Il y a peu de comédiens. Maintenant, tout le monde est star. Loana est star, Nabila est star, tout le monde est star. Là, c'est pas du cinéma, là, c'est de la télé-réalité. Oui, mais justement, on confond tout, vous savez. On confond maintenant. Le danger, c'est qu'on confond la télévision et le cinéma. Le cinéma, c'est un art difficile, c'est un art. Faire un film, c'est une aventure personnelle. Mais maintenant, en Guadeloupe, il faut que nous construisions une industrie du cinéma. Et là, je me tourne vers les jeunes. Nous sommes sur les bons rails. Non, parce que c'est désordonné. On ne pourra jamais avoir de bons rails. Qu'est-ce que c'est qu'un bon rail? Non, on peut pas, on peut pas. Je crois qu'il faut une industrie de cinéma. Il faut que les jeunes s'expriment. Moi, je leur dis, faites du cinéma. Faites ce que vous pouvez, faites mal, faites bien, faites du cinéma. Mais il y a une émulation, on apprend qu'il y a une émulation en ce moment. Il y a quand même un BTS audiovisuel ici en Guadeloupe. Il y a un comité de lecture du cinéma, il y a des fonds d'aide. C'est pas un peu paradoxal de dire quand même qu'il n'y a rien qui se passe? Il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans les courts-métrages. J'ai pas dit qu'il n'y avait rien qui se passait. Mais il y a quand même des choses qui se... Prenons par exemple le BTS audiovisuel. Eh bien, ils ont eu la bonne initiative de donner à l'auditorium mon nom. Et donc, je vais à l'inauguration. Et là, il y a une cinquantaine de jeunes qui sont là pour applaudir, etc., etc. Et je leur dis, mais est-ce que vous connaissez Christian Lara? Ben, ils disent non. Bon, c'est vrai que... Elle est où la faille, alors? La faille, transmission, dans l'enseignement? Non, c'est l'enseignement. La faille, c'est l'enseignement. Et c'est pour cette raison que je reviens sur Yafa, parce qu'il faut montrer ce film à vos jeunes, pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est qu'être noir. Pas seulement guadeloupéen, c'est qu'être noir. Parce que nous, on veut toujours nous mettre de côté ou nous rabaisser. Or, il n'y a aucune raison pour cela. Nous sommes des hommes debout. Nous existons. Il y a des savants noirs. Il y a, par exemple, la personne qui a fait le GPS, c'est une femme noire. La personne qui a calculé... Il y a au moins une... Est-ce qu'on leur apprend ça? Non. On leur apprend Louis XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII et en pagaille. Non, ça suffit. Je dis à un moment donné, comme
l'a dit Greg, c'est pour cette raison que vous voyez, malgré les années, on est sur la même longueur d'onde. Je dis stop. Il faut qu'on se voit tel que nous sommes. Ni plus, ni moins. Mais nous sommes des gens avec une conscience, avec des convictions, avec une valeur. Alors, Christian Lara, vous avez ouvert la voie. Aujourd'hui, il y a une relève qui s'installe. Il y a eu Eusanne Palsy, Mariette Montpierre, Marc Barra pour la Guyane. Il y en a d'autres également. Aujourd'hui, il y a Jean-Claude Barny, Lucien Jean-Baptiste, Julien Siloré, Julien Dalle. Que pensez-vous de cette nouvelle vague de réalisateurs Vous savez, afro-antillais? c'est un exploit de faire un film, je l'ai dit, et je le répète, c'est un exploit. Mais eux, ils font les films qu'ils ont envie de faire, mais il faudrait quand même que les jeunes... C'est un bon début. Non, les jeunes, non, je ne vais pas dire ce que je pense sincèrement, mais je dirais simplement à ces jeunes, pas Eusanne, parce que Eusanne est moins jeune, mais je leur dirais, quand vous avez envie de faire un film, choisissez le sujet, réfléchissez à pourquoi vous avez envie de faire ce film-là. Et souvent, ils ont envie de faire du cinéma. Non, on a envie de faire un film parce que c'est important, c'est vital. On n'a pas envie simplement de se montrer, de se déclarer réalisateur. Il y a de plus en plus de films engagés. C'est engagé, non, parce que il y a... Vous savez, le cinéma, c'est une vitrine et un miroir. Une vitrine vis-à-vis de l'exportation et un miroir pour se regarder, pour mieux se comprendre. Pour moi, le cinéaste, le réalisateur, doit appartenir, doit être au service de sa cité, de sa région. C'est-à-dire qu'il doit insuffler aux politiques des idées pour faire avancer la société. Vous savez, il faut aimer son public. Avant tout, aimer son public. Mais non pas s'aimer soi-même. Ce n'est pas une question d'ego. Et moi, je vois qu'il y a beaucoup d'ego actuellement. Je vous avoue franchement... Est-ce que vous allez au contact de cette jeune génération du cinéma? Oui, je vais au contact parce que je vous ai vu, si j'en ai amené une trentaine, je peux voir une ou deux. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui, parce que c'est important. Mais souvent, ils ont envie d'être réalisateurs pour être réalisateurs, pour faire un film, sans trop savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Posez-leur de la question. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Vous êtes un homme passionné, on l'entend là, un homme extrêmement épris de notre île, la Guadeloupe. Moi, j'ai deux amours. C'est presque de la dévotion même, moi, j'ai deux amours, la Guadeloupe et le cinéma. Et c'est pour cette raison que vous voyez un homme heureux devant vous. Parce que j'ai réussi dans ma vie à les mélanger, à mélanger le métier de cinéma et la Guadeloupe. Avez-vous le sentiment d'être reconnu ici en Guadeloupe, Christian Lara? Ça, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. C'est pas, pour moi, je n'ai pas fait du cinéma pour être reconnu. Sinon, j'aurais fait autre chose. Christian Lara dérange-t-il? Vous parliez tout à l'heure de votre personnalité controversée. J'ai dérangé. J'ai dérangé parce que, par exemple dans Coco la fleur, vous n'avez qu'à voir la fin. Et la fin, c'est en 1978 que j'ai tourné ce film. La fin a dérangé. Vous savez, dans mon deuxième film, Vivre libre ou mourir, quand j'ai tourné dans le tribunal de Pointe-à-Pitre, il y avait les renseignements généraux qui m'ont suivi pendant 2 mois. Mais je m'en fous. J'ai rien à cacher, moi. Je suis ce que je suis. C'est tout. Avec la crise sanitaire, la filière cinéma est à l'arrêt. On le voit, les salles obscures sont complètement plongées dans le noir. Est-ce qu'il ne faut pas réinventer ce cinéma aujourd'hui? Vous savez, le cinéma se réinvente constamment. Sincèrement, le cinéma est en perpétuelle évolution. Par exemple, j'ai tourné un film sur l'Alzheimer, parce que je vous ai dit que le réalisateur doit être au service de son public. J'ai donc tourné, j'ai tourné avec un smartphone. Donc ça coûte moins cher aujourd'hui de faire du cinéma? Non. Attention, c'est un danger. C'est plus simple aujourd'hui. On a l'impression que le fait que le numérique ait remplacé l'argentique, que ça réduit les coûts et que tout le monde peut faire un film. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Parce qu'il y a des gens comme Colline Serrault qui ont cru ça. Colline Serrault avait fait un magnifique succès avec 3 hommes et un couffin. Et elle a cru qu'avec le numérique, elle pouvait faire un film presque avec 2 ou 3 personnes. Et puis elle s'est plantée.
Donc rien ne vaut les anciennes, les techniques ancestrales alors. Vous savez, le cinéma, c'est un métier, là encore. Il faut non seulement l'apprendre, c'est de la technique. Il faut connaître, apprendre. Par exemple, un film se voit avec la lumière. On a inventé le parlant, donc maintenant, c'est le son. Et c'est pour cette raison que quand vous allez voir mon nouveau film, vous allez entendre, voir et entendre. Christian Lara, vous avez survécu aux époques. J'ai survécu tant que je pouvais le faire. Alors, quel est le secret de votre longévité? C'est avancer sans s'occuper des autres. Aller jusqu'au bout de mes rêves. J'avais un rêve, à 14 ans, j'ai voulu être réalisateur. Je suis devenu, mais vous savez, je ne suis pas devenu le premier réalisateur antillais par accident, je l'ai voulu. À partir de ce moment-là, il faut assumer. C'est ça qu'il y a de formidable dans le cinéma. Mais il faut constamment réinventer, aller au-devant de difficultés. Prendre des risques. Prendre des risques, constamment prendre des risques. Ne pas hésiter à aller. Par exemple, quand j'ai été trouver Brigitte Fossé pour un de mes films, ben, j'avais envie de tourner avec Brigitte Fossé. Et je n'avais pas l'argent. Et quel projet n'avez-vous pas réalisé encore? Vous savez, on écrit plus souvent les films qu'on ne tourne pas. J'ai écrit beaucoup de films que je ne tournerai pas parce que... Par manque de moyens? Par manque de moyens, par manque de compréhension. Vous savez, maintenant que vous avez parlé de comité de lecture, mais est-ce que vous croyez que j'ai le temps maintenant d'attendre une réponse d'un comité de lecture? Ben non. Je sais que mes jours sont comptés. Je sais que la vie se ramenuise maintenant, que la perspective est là. C'est peut-être le moment d'y aller, de foncer, justement. Justement. Moi, j'aimerais pouvoir, avant de partir, faire encore 1 ou 2 films pour la Guadeloupe. Mais, comme dit le prochain James Bond, la mort peut attendre. Dernière question difficile. Christian Lara, quel est votre film préféré de Christian Lara? Alors, je vais vous répondre parce que la plupart du temps, les gens se disent, vous savez, tous mes films. Non, c'est pas ça. Moi, le film que je ne préfère pas... Celui qui vous rend le plus fier, par exemple. Ah ben, c'est Yafa. C'est Sans Yafa hésiter. parce que Yafa, c'est un film où je me suis permis de montrer la dignité de l'homme noir. Maintenant, en ce qui concerne le réalisateur, je pourrais dire que c'est sucre amer. Hier aussi, j'ai une tendresse particulière pour mon dernier film, Al, qui parle de l'Alzheimer, parce que là, c'est un sujet extrêmement délicat, parce que je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais laisser comme trace? Eh bien, le cinéaste doit être au service de sa cité. Et quand j'ai fait Al, j'ai donné l'opportunité à Luc Saint-Éloi de faire une composition magistrale. Avant de se quitter, nous avons une surprise pour vous. 3 de vos amis ont souhaité vous adresser un petit mot. Mes amis? Ah, vous allez le découvrir sur la tablette qui se trouve juste à vos côtés. Ah. Je vous laisse apprécier ces vidéos. Alors, vous choisissez laquelle en premier? Oh bah, je choisis évidemment mon acteur fétiche. Alors Christian, déjà, je te dis un grand merci pour la confiance que tu m'accordes depuis Sucre amer en 1997, ça fait déjà presque 25 ans. J'en profite également pour dire merci au nom de tous les miens pour l'œuvre colossale que tu continues de nous écrire. Ma question est simple, Christian. Tu viens d'achever ton 25e long métrage. Comment fais-tu pour écrire et produire autant de films, même lorsque toutes les conditions ne sont pas réunies? Où puisses-tu cette force? Respect. Hello Christian, j'espère que tu vas bien et que tu passes un bon moment. Il y a 42 ans, naissait le cinéma antillais avec ton film Coco la fleur. Depuis, tu nous as proposé beaucoup de films. Je voulais savoir si, durant tes tournages de 25 longs métrages, quel a été ton meilleur souvenir? Et concernant les projets à venir et tous les films que tu nous prépares, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu n'aurais pas encore fait et que tu rêverais de réaliser?
Bonjour Christian, voilà, ma question est la suivante. En dehors, bien sûr, de tes films, est-ce que tu peux me citer 3 films guadeloupéens ou martiniquais, en tout cas antillais, qui ont été réalisés ces 10 dernières années, qui t'ont plu? Allez, aucun joker possible. Citez-nous 3 films qui vous ont plu ces 10 dernières années. Non, je dois dire que Nyama Badidega, qui est le producteur guadeloupéen par excellence, parce que c'est quelqu'un qui aide beaucoup les nouveaux réalisateurs, il pratique l'humour noir. Et puis Julien Dalle, jeune réalisateur. Julien Dalle, c'est quelqu'un qui est plein de promesses. C'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement parce que lui, il aime et la Guadeloupe et le cinéma. Donc, on ne peut que s'entendre. Seulement, je lui dis, choisis mieux tes sujets et tes comédiens. Je crois que c'est l'heure de regarder votre film. Merci à vous, Christian Lara, de nous avoir accordé ce moment précieux. Merci d'avoir répondu à nos questions.